Donc, les canaux atrioventriculaires, c'est une malformation on va parler du sujet malformation parce que vous savez qu'il y a en fait trois situations dans lesquelles on va utiliser le terme de canal atrioventriculaire, et vous l'avez vu, et je commence par le bas, dans le cours d'embryologie, puisque en embryologie, le canal atrioventriculaire est la jonction primitive entre le massif atrial et le massif ventriculaire. Et puis ensuite, ça va s'organiser autour des bourgeons endocardiques du canal pour aboutir à la formation des valves et de l'épine vestibulaire pour la partie atriale du septum. Sur le plan anatomique, la jonction atrio-ventriculaire s'appelle également le canal atrio-ventriculaire, et elle comprend les valves tricuspides et mitrales, la partie basse du septum intero-auriculaire et la partie postéro-inférieure du septum intero-ventriculaire qu'on appelle le septum d'admission. Et puis sur le plan pathologique, eh bien, la malformation qu'on appelle canal atrioventriculaire, c'est une malformation dans laquelle il y a un anneau atrioventriculaire commun, donc l'anneau mitral et l'anneau tricuspide sont fusionnés ou ne sont pas séparés, pour parler plus correctement. Et il peut y avoir une communication interauriculaire située dans la partie basse du septum interauriculaire, qu'on appelle CIA ostium primum, et on va voir cela, et une communication interventriculaire dans la partie postéro-inférieure du septum interventriculaire. Donc les définitions anatomiques et pathologiques se rejoignent bien sûr, ainsi que la définition embryologique dans certaines situations. Donc, à quoi ça ressemble en échographie? Voilà, c'est une image en sous-costale très caractéristique du canal atrioventriculaire avec un seul anneau, comme vous pouvez le voir. On voit les deux ventricules, le ventricule droit, le ventricule gauche, et on voit ici, et c'est cette image assez amusante en forme de cœur, et on verra à quoi ça correspond, puisque ça correspond à un seul anneau atrioventriculaire qui chevauche les deux ventricules. Donc ça, c'est l'image typique. Et donc, sur un dessin, eh bien, vous voyez à quoi ça ressemble. À droite, la valve mitrale et la valve tricuspide en position normale, mais vous voyez ici qu'il y a une communication interauriculaire dans la partie basse, et la valve mitrale, on voit une fente sur le feuillet antérieur de la valve mitrale. Et donc ça, c'est une des caractéristiques des canaux atrioventriculaires. On voit ici une fente mitrale isolée avec une communication interauriculaire. Sur l'autre côté, on voit cet anneau atrioventriculaire commun. Donc ça, c'est véritablement le canal atrioventriculaire avec, et on reverra l'anatomie des valves, la partie murale de la valve mitrale, l'hémivalve antérieure, l'hémivalve postérieure, et puis les deux autres parties de la valve tricuspide ici. Mais vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul anneau. Et quand on regarde en cas de cavité, on va voir que les coupes échographiques ressemblent à ce schéma. Eh bien, on voit la CIA basse en position d'ostium primum, l'anneau unique avec les deux morceaux de la valve atrioventriculaire unique et la communication interventriculaire d'admission dans la forme dite complète des canaux atrioventriculaires. La deuxième caractéristique des canaux atrioventriculaires, c'est le fait que l'aorte est dite unwedged au-dessus de la valve commune, avec un aspect très particulier de la voie d'éjection, puisque celle-ci est plus longue que la voie d'admission. Donc, ce qu'on appelle l'inlet ou l'admission du ventricule gauche est plus court que l'outlet ou la voie d'éjection, alors que dans un cœur de morphologie normale, ces deux longueurs sont quasiment égales. Et ceci est dû au fait qu'il y a une projection vers l'avant et une bascule vers l'avant de l'anneau mitral dans le canal atrioventriculaire et un aspect comme creusé à la cuillère qu'on appelle scooped out de la voie d'éjection que vous pouvez observer ici sur les coupes anatomiques, mais Lucie Louyel vous en a probablement déjà parlé. En ce qui concerne la septation atrioventriculaire, là aussi, vous avez vu ces images, peut-être sous des formes différentes, donc avec les oreillettes ici et les ventricules ici. Et vous vous souvenez qu'il y a théoriquement un déplacement antérieur de la valve tricuspide qui crée en fait un septum entre le ventricule gauche et l'oreillette droite, qui est une partie du septum membraneux. Dans le canal atrioventriculaire, les valves sont totalement alignées puisqu'il n'y a qu'un seul anneau et on peut avoir différentes physiologies de shunt, la forme dite complète du canal atrioventriculaire dans laquelle on a un shunt atrial et un shunt ventriculaire dans les positions que j'ai déjà indiquées, et les formes
qu'on appellerait partielle, et en fait, cette terminologie est un peu confuse dans certains cas, avec ici un seul shunt entre les oreillettes, mais il y a aussi des formes de canaux atrioventriculaires dans lesquelles il n'y a pas de CIA ostium primum et avec un shunt interventriculaire uniquement. Brièvement, parlons de la génétique. La génétique, c'est essentiellement celle de la trisomie 21, puisque dans la trisomie 21, je vous rappelle qu'environ 50% des enfants ont une malformation cardiaque et que dans les pays caucasiens, ainsi qu'en Afrique, la malformation la plus fréquente est le canal atrioventriculaire. C'est un peu moins vrai en Asie où c'est la communication interventriculaire. Et donc, on observe des canaux atrioventriculaires effectivement sur l'ensemble de la planète, mais avec une fréquence variable en fonction du fond génétique. Sur l'ensemble des canaux atrioventriculaires, la trisomie 21, le syndrome de Down, représente 45% de la population. Les autres syndromes malformatifs, et on va en parler très brièvement de quelques-uns, représentent environ 30% des canaux atrioventriculaires et environ 25% des canaux atrioventriculaires ne sont pas associés à d'autres éléments syndromiques ou d'autres anomalies génétiques. Une des questions qui est génétique qui est intéressante, et on pourra peut-être le voir dans le cours de génétique un petit peu plus tard, c'est pourquoi certains enfants qui ont la trisomie 21 ont une malformation et d'autres ne l'ont pas. Et on sait aujourd'hui que ceci est lié à des variations sur d'autres gènes, jouant un rôle dans le développement cardiaque, mais situés à d'autres endroits du génome que sur le chromosome 21. Donc ce n'est pas uniquement l'aspect en 3 exemplaires des gènes de la région cardiaque critique du chromosome 21 qui vont conférer le risque de développer une malformation cardiaque, mais que ce sont d'autres gènes situés à d'autres endroits du génome, et ce phénomène est vrai pour beaucoup de malformations. Il y a aussi des phénomènes épigénétiques, puisque vous savez que la trisomie 21 est associée à une augmentation de l'âge maternel essentiellement, mais aussi un peu à une malformation de l'âge paternelle, et donc les variations épigénétiques de l'ADN et des chromosomes et leur non-séparation méiotique va conduire à ce risque-là, mais va aussi influencer le risque d'avoir une malformation cardiaque dans la trisomie 21. Quels sont les autres syndromes associés aux canaux atrioventriculaires? Ils sont très nombreux et j'ai mis ici une liste qui est loin d'être exhaustive. Le syndrome de Noonan, même si c'est rare, ce n'est pas la malformation principale. Bien sûr, l'ensemble des syndromes d'hétérotaxie, certaines microdélétions spécifiques du chromosome 8 ou du chromosome 3, les associations charge, les associations Vacterl, et puis les syndromes dits de polydactylie, c'est-à-dire les différentes formes de syndrome d'Ellis-Van Creveld. Vous voyez ici des images avec 6 doigts aux mains et aux pieds, des anomalies dentaires et éventuellement un anisme associé. Enfin, il y a des formes non syndromiques, familiales, souvent héritées de façon dominante. Et aujourd'hui, on connaît un certain nombre de gènes comme GATA4 ou CREDL1 qui sont associés à ces canaux atrioventriculaires familiaux. Passons maintenant à l'échographie des canaux atrioventriculaires et vous voyez à nouveau cette image du cœur ici ou de la jonction auriculo-ventriculaire commune. Et sur cette pièce anatomique, et je ne vais pas détailler l'anatomie parce que je pense que vous l'avez vu en partie avec Lucie Louyel et c'est des images qui sont compliquées quand elles ne sont pas mobiles. Brièvement, chez le fœtus, l'image caractéristique chez le fœtus, et vous voyez ici une coupe 4 cavités, c'est tout d'abord l'alignement des valves atrioventriculaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas, du côté du ventricule droit, cet aspect déplacé vers la pointe du cœur de la valve tricuspide. Et donc, cet alignement des valves est très évocateur d'anomalies de la jonction atrioventriculaire et en particulier de canal atrioventriculaire. On voit plus précisément chez le fœtus cet alignement, mais également la communication interauriculaire en position d'ostium primum. Voilà une autre image, et là aussi, vous comprenez bien cet aspect d'alignement des valves avec la CIA ostium primum, et puis la CIA ostium secundum ou le foramen ovale avec le septum primum que vous voyez bomber de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Donc cette image, il faut se la mettre en tête, et c'est l'image clé du dépistage du canal atrioventriculaire pendant la vie fœtale. Le deuxième aspect, on peut le voir aussi chez le fœtus, et je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure en introduction, c'est celui de inlet plus court que la outlet, et donc avec cet aspect projeté vers l'avant de l'anneau mitral, comme on l'a vu sur le schéma précédent.
Voyons maintenant chacune des parties du canal atrioventriculaire en échographie pour que vous ayez ces images en tête. Et vous voyez ici les CIA ostium primum. À gauche, une petite CIA ostium primum et malheureusement la flèche masque un petit peu, mais on a cet aspect qu'on dit en allumette du septum interauriculaire, avec ici sa partie postérieure, la pointe de l'allumette, la jonction atrioventriculaire qui est alignée, donc il n'y a pas de déplacement antérieur de la valve tricuspide, et le petit trou entre les oreillettes. Parfois, la CIA ostium primum est bien plus vaste. Vous voyez ici à nouveau l'alignement des valves dans une coupe qui est peu hétéro-orthodoxe et la large CIA ostium primum, comme vous le voyez sur la coupe anatomique. Voilà le shunt. Bien sûr, c'est un shunt de CIA et donc de temps en temps, la CIA ostium primum est petite et là, on repère le shunt au travers de ce trou, le shunt gauche-droite. La communication interventriculaire, à nouveau, c'est l'image qu'on a vue sur le schéma. Donc, vous voyez ici le canal atrioventriculaire avec cet aspect de communication globale en fait, entre les oreillettes, les ventricules, par la CIA qui rejoint la communication interventriculaire en position d'admission. Ici, vous voyez cette même image à valve ouverte, donc qui correspond à l'image anatomique que je viens de décrire, avec ce grand trou qui va expliquer la possibilité d'avoir dans les canaux atrioventriculaires des shunts gauche-droite, à la fois entre au niveau atrial, mais aussi au niveau interventriculaire, mais parfois également un peu de shunt droite-gauche quand l'oreillette droite vient remplir un petit peu le ventricule gauche, puisque comme il y a une large communication interventriculaire, les compliances sont extrêmement proches et on peut avoir un remplissage du ventricule gauche par l'oreillette droite. Donc, du gros débit et parfois un petit peu de cyanose dans les canaux atrioventriculaires. Ici, l'image fermée avec cette valve unique et l'anneau, l'aspect aligné, la CIA ostium primum et la CIV en position de septum d'admission. Voilà ici à nouveau des canaux atrioventriculaires et vous voyez ici sur la coupe classique qu'on a une communication interventriculaire dans le septum d'admission et vous remarquerez qu'il n'y a pas de CIA ostium primum curieusement chez cet enfant, c'est une forme qui est bien connue. Et puis ici on voit à nouveau cette communication interventriculaire d'admission avec une des caractéristiques sur lesquelles je reviendrai, qui est le mal alignement du septum interauriculaire et du septum interventriculaire. Voilà l'image caractéristique à nouveau du canal atrioventriculaire complet, avec l'aspect mal aligné des septums, des septa, la partie postérieure du septum interauriculaire, ici le septum interventriculaire, les valves alignées avec un seul anneau, la large CIA ostium primum, la large CIV en position d'admission. Donc une image tout à fait typique que j'imagine beaucoup d'entre vous ont déjà vue ou en tout cas comprennent parfaitement. De temps en temps, il y a des variations morphologiques qui vont poser les problèmes que vous avez vus dans le cours sur les shunts. C'est-à-dire à la fois, est-ce que la communication interauriculaire débite ou est-ce qu'elle ne débite pas? Est-ce que la communication interventriculaire est large, non restrictive? On peut utiliser les classifications alphanumériques, par exemple, une CIV de type 2B, ou est-ce qu'elle est au contraire restrictive? Mais qu'elle laisse passer un peu de shunt, comme une CIV de type 2A, ou au contraire, est-ce qu'elle est totalement négligeable et ne contribue pas à l'hyperdébit pulmonaire, donc une CIV de type maladie de Roger. Et donc là, on voit que la communication interventriculaire est en partie fermée par des attaches de la valve atrioventriculaire unique, et on voit cet aspect un peu bombant qui peut ressembler à un anévrisme du septum membraneux et qui est en fait situé dans le septum d'admission et qui correspond aux insertions sur la crête septale des hémivalves et qui viennent restreindre, voire parfois fermer complètement la communication interventriculaire. Et vous voyez à nouveau la large CIA ostium primum chez ce patient qui a un canal atrioventriculaire qu'on pourrait appeler complet, puisqu'il y a une CIA et une CIV, mais avec une CIV qui est restrictive. Certains appellent ça le CAV intermédiaire. Peu importe, ce qui est important, c'est de décrire correctement la malformation plutôt que de lui donner un nom. De temps en temps, on a des formes un petit peu atypiques, puisque vous voyez ici un canal atrioventriculaire dans lequel il y a une CIA ostium primum. Vous voyez qu'il n'y a pas de CIV dans la position d'admission, mais par contre, il y a une communication interventriculaire dans le septum musculaire. Et donc là aussi, c'est à nouveau pour insister sur le fait que nommer les malformations cardiaques avec des noms qui les résument, forme partielle, complète, intermédiaire, etc., peut être compliqué puisque ce patient a peut-être un CAV partiel puisqu'il n'y a pas de CIV d'admission, mais en même temps, il va fonctionner comme un CAV complet puisqu'il a une large CIV musculaire. Donc ça, c'est vraiment un problème lexical dans notre spécialité. Et je vous
je vous suggérerais de prendre en charge vos patients en décrivant les malformations pas à pas de façon segmentaire, plutôt qu'essayer de leur donner des noms. Passons maintenant aux ventricules. Dans la plupart des cas, les ventricules sont équilibrés. C'est ce qu'on voit ici avec un ventricule gauche de taille normale, un ventricule droit de taille normale. Vous voyez qu'en sous-costal, ils sont globalement équilibrés, mais on peut avoir des déséquilibres ventriculaires avec ici l'aspect de malalignement du septum, et vous voyez que le ventricule gauche, donc le septum interatrial est là, le septum interventriculaire est là, le ventricule gauche est vaste et le ventricule droit est petit. On peut avoir aussi de ce côté-là un autre aspect mal aligné du septum avec le septum interauriculaire qui est dirigé vers la valve mitrale et une large CIA ostium primum. Les ventricules sont plutôt équilibrés dans ce cas-là. C'était pour illustrer le sujet de l'alignement. Je pense que tout le monde a compris cette image, également très caractéristique des canaux atrioventriculaires. Voilà maintenant les déséquilibres ventriculaires. Petit ventricule droit. Vous voyez très bien l'anneau unique, le grand VG, le petit VD. Et quand on se met en sous-costal, on voit cette image d'anneau unique qui s'ouvre. On va détailler l'aspect des valves après. Le ventricule gauche est grand, le ventricule droit est petit. Et sur l'image d'en dessous, vous voyez également la même chose avec la voie d'éjection ici du ventricule droit. Petit ventricule gauche, c'est exactement l'inverse. On voit ici le canal atrioventriculaire, on voit bien la CIA, ostium primum, la CIV d'admission, le petit ventricule gauche. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et si on compare maintenant, voilà les deux images en sous-costal. À gauche, petit ventricule gauche. À droite, petit ventricule droit. Donc, ces déséquilibres vont bien sûr poser des problèmes stratégiques dans la réparation, puisqu'on peut avoir des malformations cardiaques comme celle-là, avec donc deux oreillettes, deux ventricules, mais un déséquilibre tel qu'on ne peut pas prévoir de réparer à deux ventricules et qu'on va être obligé de s'acheminer vers un programme univentriculaire. Les voies d'éjection, à nouveau l'exemple de l'inlet plus court que l'outlet, et je pense que là aussi, vous avez cette image en tête, et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle l'aspect en col de cygne, qui est une description angiographique, et vous voyez que cette projection vers l'avant de l'anneau mitral, quand la valve mitrale est ouverte, va donner un aspect un peu rétréci de la voie d'éjection gauche qui correspond à un col de cygne, avec la tête du cygne qui est l'aorte, et donc on voit ici ça, puis le corps du cygne est ici. Et donc, c'est cette image assez caractéristique qui confère aux patients qui ont des CAV le risque de développer des obstacles sous-aortiques. Et il va falloir, bien sûr, essayer d'en faire le diagnostic dans des formes compliquées, mais aussi de les dépister au fur et à mesure que l'enfant grandit et de la surveillance, même après les réparations. Donc, voilà à nouveau cette image. Et vous voyez ici que chez ce patient qui a un petit ventricule gauche, on a dans la chambre de chasse, qui est située juste ici, des attaches de l'hémivalve antérieure qui créent en partie une obstruction, et c'est indiqué par la flèche qui est la flèche jaune. On peut également avoir des obstacles à droite. L'association avec une sténose de la valve pulmonaire est tout à fait possible. On observe ça de façon classique, en dehors de tout syndrome, mais on l'observe de façon assez fréquente dans certains syndromes d'hétérotaxie. Et donc, vous voyez ici ce canal atrioventriculaire avec en petit axe un seul anneau, et puis sur la voie d'éjection, une accélération sur la valve pulmonaire. On peut également avoir une association malformative entre canal atrioventriculaire et tétralogie de Fallot, et c'est ce que vous voyez ici, sur cette image en sous-costal petit axe. Les deux ventricules, toujours le canal atrioventriculaire, et vous voyez la bascule antérieure du septum conal et le rétrécissement de la voie d'éjection, comme dans une tétralogie de Fallot avec CAV sur cette pièce anatomique. Et donc, c'est une cardiopathie qui est bien sûr compliquée, puisque quand on va la réparer, elle va comporter les deux risques du canal atrioventriculaire et de la tétralogie de Fallot, mais aussi les complications à long terme de chacune de ces malformations. Dans le canal atrioventriculaire, quand on regarde en petit axe, on a une malposition des piliers. En effet, vous voyez ici le ventricule droit, de l'autre côté le ventricule gauche, et vous voyez les deux piliers et la valve qui regarde le septum interventriculaire, ou en tout cas l'aspect d'ouverture de la valve entre les deux ventricules qui regarde le septum interventriculaire, alors que normalement, les piliers mitraux sont alignés vers la voie d'éjection. Et donc, dans le canal atrioventriculaire, ils sont tournés et déplacés, comme vous le montre cette petite animation. Ça, c'est un élément également important du diagnostic.
Et ceci va nous permettre de décrire les valves du canal atrioventriculaire. Vous voyez à gauche le schéma que je vous ai déjà montré dans une autre forme, et à droite une coupe sous-costale petit axe pour voir justement cet anneau unique. Et si on arrête l'image, on va pouvoir dessiner les différentes parties de la valve. Alors, elles sont un peu différentes sur l'échographie et du schéma, mais vous voyez en vert ce qu'on appelle l'hémivalve antérieure, c'est celle qui est située le plus près de l'aorte, et donc c'est un seul morceau de tissu qui passe en pont au-dessus du septum interventriculaire, qui est en fait la partie, si on regarde de la gauche, la partie antérieure de ce qui constituerait dans un cœur normal la grande valve mitrale ou le feuillet antérieur. En rouge, vous voyez l'hémivalve postérieure avec ici sur sa partie gauche la deuxième partie de ce qu'on appellerait la grande valve. Et puis en jaune, ce qu'on appelle le feuillet mural, situé entre les deux piliers mitraux et proche de la paroi du ventricule gauche, et qui pourrait correspondre à la petite valve mitrale dans un cœur normal. Entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure, ou en tout cas entre les deux parties de la grande valve, eh bien, vous voyez ici qu'il y a une ouverture qu'on va appeler la fente mitrale. Et donc, c'est ça qui s'appelle la fente de type CAV, puisqu'elle est orientée de façon perpendiculaire au septum interventriculaire. En effet, ceci permet de la distinguer des autres types de fentes mitrales que j'espère pouvoir vous expliquer tout à l'heure si on a suffisamment de temps pour parler des malformations mitrales. La fente de type CAV dirigée vers le septum et la fente de type outlet dirigée vers la voie d'éjection avec une position normale des piliers mitraux puisque le feuillet mural ici est effectivement regarde, en tout cas regarde c'est une façon de parler, vers la voie d'éjection et non pas vers le septum interventriculaire ici. Et voilà à quoi ça ressemble en mouvement. La fente mitrale de type CAV ou le CAV avec l'ouverture entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure et la zone d'affrontement qu'on appelle la fente. Et puis ici, la fente de voie d'éjection dirigée vers l'aorte à proprement parler. Mais ça peut aussi être dirigé vers l'artère pulmonaire parce que ça se voit beaucoup dans les malpositions vasculaires de type transposition ou ventricule droit à double issue. Une autre particularité morphologique qu'on peut voir dans les canaux atrioventriculaires s'appelle le double orifice, c'est-à-dire que du côté gauche du cœur, on peut avoir deux orifices mitraux, et vous voyez ici cet aspect en jumelle de la valve mitrale qui s'ouvre en fait sur chacun des piliers par un orifice en entonnoir. Et donc, voilà en tridimensionnel à quoi ça ressemble. On voit ici donc l'aorte, la valve tricuspide, le septum interventriculaire, et puis cet aspect de double orifice. Voilà à nouveau cet aspect de double orifice. Le plus souvent, c'est asymétrique. Vous voyez un tout petit orifice en arrière, et puis un grand orifice en avant, et avec un aspect de fente vers le septum interventriculaire, donc dans un canal atrioventriculaire également. Donc ça, c'est une anomalie qu'il faut essayer de diagnostiquer, en particulier quand on voit des anomalies, des atypies d'ouverture de la valve atrioventriculaire gauche dans les canaux atrioventriculaires, parce qu'il faut demander au chirurgien de le réparer si c'est possible. Alors, comment est-ce qu'on va réparer les canaux atrioventriculaires? Eh bien, on va les réparer. D'abord, quand est-ce qu'on va les réparer? Je suis désolé, je n'ai pas mis de diapositive parce que je l'ai oublié dans un autre topo. Donc, on va réparer les canaux atrioventriculaires en fonction de leur physiologie. S'il s'agit d'un canal atrioventriculaire complet avec une communication interventriculaire large responsable d'une hypertension pulmonaire, parce qu'elle n'est pas restrictive et qu'il n'y a pas d'obstacle à l'éjection droite, eh bien, on va réparer les canaux atrioventriculaires de façon précoce, comme vous avez dû le voir dans le cours sur les CIV. Et on va les réparer le plus souvent vers l'âge de 4 à 5 mois. Enfin, c'est plutôt un problème de poids, on va dire entre 5 et 6 kilos. Quand la communication interventriculaire n'est pas responsable d'hypertension pulmonaire et qu'il n'y a pas de signe d'hyperdébit lié à un shunt post-tricuspide, eh bien, le canal atrioventriculaire va se résumer à une communication interauriculaire et on peut les réparer beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire qu'on peut les réparer vers l'âge de 4 à 5 ans en faisant ce que je vais vous décrire un petit peu après. Bien évidemment, il y a de nombreuses situations intermédiaires, mais qui miment toutes celles des shunts. On peut avoir des enfants qui ont une très mauvaise tolérance de leur shunt interventriculaire et chez lesquels on va devoir faire un cerclage de l'artère pulmonaire avant de réparer le canal atrioventriculaire quelques mois après. Donc ça, c'est une situation bien banale. Mais on peut aussi avoir des enfants qui ont des canaux atrioventriculaires partiels et chez qui on observe
des fuites importantes de la valve unique, et en particulier des fuites du côté gauche, qui vont nécessiter qu'on anticipe la réparation, pas parce qu'il y a un shunt important, mais parce qu'il y a un shunt qui est majoré par la fuite de la valve atrioventriculaire gauche, ou entre guillemets mitrale, ou bien parce qu'on veut préserver le fonctionnement plus tardif de la valve mitrale et la réparer plus précocement. Donc, il y a bien sûr de très nombreuses situations intermédiaires et ceci va guider le calendrier de la réparation. Et j'omets volontairement ici les réparations des CAV compliqués, c'est-à-dire ceux avec des déséquilibres ventriculaires, pour lesquels il y a des stratégies qui peuvent être d'une grande complexité, et puis le traitement de toutes les anomalies associées, comme les obstacles gauches ou la tétralogie de Fallot, qui sont des sujets plus spécifiques et qui ne sont pas l'objet de ce diplôme d'université. Comment est-ce qu'on va réparer les CAV? Eh bien, on va exposer, bien sûr, les lésions. Et vous voyez à nouveau ce schéma avec une vue chirurgicale depuis l'oreillette. En dessous, il faut imaginer qu'en dessous de la valve, eh bien, il y a la communication interventriculaire. Et donc, le patch de CIV va être inséré sur la crête septale en bas, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite suturé. Donc ici, la crête septale est ici. Et puis, il va être suturé aux deux hémivalves qui vont être rapprochées. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et les deux hémivalves vont être suturées sur le patch. Donc, on va avoir vers le haut la valve tricuspide, ou la future valve tricuspide, et vers le bas la future valve mitrale. Et donc, voilà différentes morphologies en fonction du type de communication interventriculaire, du type d'attache de la valve sur la crête septale. Et donc, en fonction du type qu'on appelle les types de Rastelli, moi, je n'utilise absolument pas ce type de définition. Encore une fois, il vaut mieux décrire qu'utiliser des noms propres. Et donc, on va gérer les attaches septales en fonction du type morphologique et leur position par rapport au patch de CIV. Et puis après, on va fermer la communication interauriculaire, et ce serait la même chose s'il n'y avait qu'une communication interauriculaire. Il faut faire très attention aux voies de conduction qui sont très proches, et une des complications du canal atrioventriculaire, c'est le bloc auriculo-ventriculaire, donc il faut faire attention à cela, et on va mettre un patch sur le septum interauriculaire pour le fermer. Et puis enfin, il va falloir fermer la fente, c'est-à-dire ce qui reste ici sur la valve mitrale. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Le chirurgien va suturer la fente jusqu'à donner une morphologie de valve qui ressemble à une valve normale. Donc, voilà à quoi ça ressemble en post-opératoire. Donc, on est en post-opératoire, il y a un petit peu de liquide dans le péricarde. Le septum interauriculaire a été fermé. Les valves ont été appuyées ici, chez ce patient, sur la crête septale. Et on voit qu'elles sont toujours alignées et qu'elles s'ouvrent cette fois-ci normalement. On ne voit plus de shunt. Voici en petit axe à quoi ça ressemble. Vous voyez que la fente a été fermée puisqu'elle était citée ici, donc elle a été suturée. Il y a une petite fuite ici sur la valve mitrale, entre l'affrontement de la partie antérieure de l'hémivalve et la valve murale. Donc, bien évidemment, une des complications tardives, c'est la fuite mitrale importante qui peut nécessiter d'être reprise et réopérée, comme chez ce patient, chez qui vous voyez que les choses se sont débricolées, puisque dans la période post-opératoire précoce, eh bien, on a une fuite mitrale massive qui se fait ici sur toute la hauteur de la valve, probablement parce que la fente s'est décousue, et en plus, on voit une communication interventriculaire qui est réapparue, c'est-à-dire qu'en gros, tout s'est détaché, et donc ce patient a dû être réopéré de façon très rapide. Voici un patient qui cumule les complications du canal atrioventriculaire. C'est plus facile de montrer une image que de lister les complications. Vous voyez ici que ce patient qui avait un canal atrioventriculaire, eh bien, il a une prothèse mitrale. On voit les deux ailettes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, si la valve mitrale est mal formée, double orifice, dystrophique, une fente difficile à fermer, des feuillets muraux qui sont tout petits, on peut éventuellement à terme arriver à la remplacer. Et c'est une complication ennuyeuse, bien évidemment, en particulier chez les petits-enfants. Et puis, la deuxième complication qu'a ce patient, eh bien, c'est qu'il a un bloc auriculo-ventriculaire. Vous voyez ici traverser la valve tricuspide, un pacemaker endocavitaire qui signifie donc que ce patient a eu beaucoup de déboires dans la période périopératoire. La valve tricuspide, généralement, on en parle relativement peu, mais elle peut quand même poser des problèmes dans la réparation du canal atrioventriculaire, puisque on peut
avoir besoin de la réparer en partie. Et souvent, il faut quand même que le chirurgien se porte sur celle-ci. Et vous voyez chez ce patient qui a un résultat qui n'est pas très bon, qui est bon sur la valve du côté gauche, donc la valve mitrale, devenue valve mitrale, puisqu'il n'y a pas de fuite, ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, la valve tricuspide fuit de façon importante, elle a l'air complètement bridée et elle est également sténosée, c'est ce que vous montre le flux Doppler. Donc, voilà les différentes complications en dehors de la mortalité qui est faible dans les formes classiques de canaux atrioventriculaire. On peut avoir donc des complications essentiellement valvulaires et puis des complications liées aux lésions du système de conduction. Voilà pour cette brève overview des canaux atrioventriculaires.